l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, la Coupe du Monde de football 2026 est officiellement lancée. C'est un événement sportif majeur, suivi dans le monde entier. La compétition se déroule cette année aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Juste avant son coup d'envoi, l'Église mexicaine a mis en garde contre les risques liés à la traite des êtres humains. Une préoccupation qui rejoint l'intention de prière du pape Léon XIV pour ce mois de juin, faire du sport une école de fraternité, de rencontres et de paix. Nous en parlons ce matin avec Geneviève Collat qui a créé et qui coordonne le collectif Ensemble contre la traite des êtres humains pour le Secours catholique Caritas France. Geneviève Collat, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, lorsque l'on parle de traite d'êtres humains aujourd'hui, de quelle réalité parle-t-on ? Alors on parle d'une réalité aux multiples visages parce que c'est à la fois l'exploitation par le travail, l'esclavage domestique, l'exploitation sexuelle, la contrainte à commettre des délits ou des crimes, la mendicité forcée. Donc c'est un phénomène en fait qui est un phénomène à la fois d'ampleur, mais souvent invisible et vraiment qui a des faces différentes. Et qui sont les personnes les plus exposées ? Les plus vulnérables, bien sûr, parce que les personnes que l'on recherche pour les exploiter en général, ce sont les personnes qui vont être des proies le plus facile possible. Donc, des personnes qui sont en situation irrégulière, des personnes qui sont handicapées, des personnes, des jeunes, des très très jeunes, de plus en plus jeunes, donc des enfants. Voilà, et c'est toutes les personnes qui vont être des proies faciles et qui vont pouvoir facilement être pris pour cible. Dans son message, la Commission pour la protection des mineurs de l'archidiocèse primatial de Mexico a dit sa préoccupation face aux risques que représente un événement tel que la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui est dénoncé exactement ? Il y a à la fois, en fait, il y a des choses qui se sont passées déjà avant, parce qu'on en parle maintenant, mais il y a eu tous les travaux qui ont été faits dans les stades ou pour accueillir le public, où là, il y a pu y avoir déjà de l'exploitation au travail pour les personnes qui ont dû dans un temps réduit, pouvoir construire les infrastructures nécessaires à l'accueil. Et puis, il y a maintenant que les personnes arrivent dans les différents pays, puisque cette année, la Coupe du Monde est dans différents pays, le risque pour des personnes de se dire que finalement, elles ne sont pas chez elles et c'est peut-être plus facile de exploiter des personnes en pensant que parce qu'on n'est pas chez soi, ça va être plus facile de le faire. Quels sont les facteurs de risque de ce phénomène ? Les risques, c'est qu'en fait, on utilise ces personnes-là, d'abord au niveau du travail, beaucoup plus avec des horaires pas possibles, avec des règles qui sont tout à fait inhabituelles, et que finalement ces personnes-là soient exploitées complètement, où on leur fait miroiter des sommes d'argent, des façons d'être accueillis, qui ne sont pas du tout la réalité forcément de ce qu'ils vont trouver sur place. Donc ça, c'est une première chose. Mais les autres risques, c'est aussi les risques de personnes qui, se trouvant dans une situation et dans un contexte qui n'est pas leur contexte habituel, ne voient pas de problème à exploiter sexuellement des personnes qu'elles vont trouver là. Léon XIV a déclaré le 8 février dernier, c'était à l'occasion de la 12e journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite des personnes. Je le cite, « L'instabilité géopolitique, les conflits armés créent un terrain fertile pour les trafiquants qui exploitent les personnes les plus vulnérables. » Certaines villes hôtes de cette Coupe du Monde 2026, elles sont des zones de forte circulation migratoire notamment. Ça augmente encore plus les vulnérabilités ? Oui, ça augmente encore plus les vulnérabilités, c'est certain, parce que ces personnes qui se trouvent dans des situations souvent irrégulières vont beaucoup plus facilement que d'autres accepter des situations tout à fait intolérables pour elles-mêmes. Tout cela pour pouvoir finalement
aider leur propre famille parfois. Et donc, c'est évident que le fait qu'il y ait des déplacements amène encore plus cette situation. Alors là, on parle de la Coupe du monde de 2026 qui vient de commencer, mais c'est pas le premier grand événement sportif qui suscite des réactions sur le prix humain qu'il représente. Peut-être vous pouvez nous en parler. Je pense à la Coupe du monde au Qatar en 2022, les JO 2024 aussi, il y avait des mises en garde. Oui, je crois que c'est intéressant parce qu'en fait, on a tendance à parler de ça en France quand il s'agit d'événements qui sont à l'autre bout du monde. Et il faut savoir quand même que au moment des Jeux Olympiques en 2024, beaucoup d'associations en France ont travaillé pour sensibiliser sur cette question des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le Secours catholique, par exemple, avait fait un dossier qui s'appelait Les oubliés de la fête, qui permettait de voir à quel point dans ce type de rassemblement, de rencontres, parfois les personnes sans abri étaient envoyées loin de là où elles étaient pour promouvoir l'image de la France, que des personnes étaient exploitées particulièrement pendant la préparation ou pendant les Jeux Olympiques eux-mêmes, et aussi que les conditions de travail n'étaient pas toujours très dignes pour les personnes embauchées à cette occasion-là. Voilà. En plus de ça, il y a aussi tout ce qui concerne, et c'est important parce que je pense qu'on ne peut pas parler des humains sans parler de l'environnement, mais aussi le fait que ces grands rassemblements-là, c'est pas forcément très bon pour le climat aujourd'hui. Vous travaillez avec des réseaux catholiques internationaux, je pense notamment au sein du réseau Coatnet, Chrétiens contre la traite des êtres humains, mais aussi avec le ministère ad hoc du Vatican. Est-ce que vous observez aujourd'hui une mobilisation croissante de l'Église sur cette question spécifique de la traite des êtres humains ? Très nettement, parce que en fait, ça fait plus de 25 ans en fait que je travaille sur cette question-là. Et au début, quand on parlait du sujet, personne ne voulait croire que c'était quelque chose qui avait lieu en Europe. Et en fait, on sent aujourd'hui que déjà au niveau des instances de l'Église, ce sujet-là commence à apparaître, à être suivi. Il y a quelques années, la conférence des évêques de France qui avait fait un document épiscopat sur ce sujet-là, alors que c'était un sujet dont on parlait très peu. Voilà, le travail qui est fait aussi à Rome a permis de travailler vraiment au niveau international sur cette question-là. Et je pense que ça enrichit tout à fait le travail parce que la traite est parfois interne à un pays, mais le plus souvent aussi international. Et c'est vraiment important de pouvoir travailler cette question-là avec toutes les structures. Et le Vatican a vraiment pris cette question-là depuis quelques années comme un sujet important. Par quoi ça passe, on imagine, les réponses concrètes apportées? C'est d'abord peut-être de la sensibilisation, une forme des formations? Alors, je dirais, il y a là aussi différentes choses. Il y a d'une part tout ce qui est la sensibilisation du grand public, parce qu'il faut faire connaître le sujet, faire tomber les idées reçues qui sont parfois des barrières pour pouvoir justement combattre ce fléau. Il y a aussi ensuite tout ce qui est la prévention des publics à risque. Donc là, les associations sont très engagées dans ce domaine-là. Prévenir les jeunes qui veulent partir à l'international, de ne pas le faire dans n'importe quel cadre. Prévenir dans certains lieux les risques d'exploitation. Il y a aussi tout ce qui est l'accompagnement des victimes. Et quand on parle d'accompagnement des victimes, on parle d'un accompagnement global, à la fois social, juridique, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'hébergement. En fait, l'accompagnement de personnes victimes de traite, c'est forcément global
Et ça peut pas être simplement en regardant une petite facette des choses. Ensuite, il y a tout ce qui est le plaidoyer, c'est-à-dire que c'est un sujet qui commence à être pris en compte au niveau français, au niveau international, mais on se doit absolument de faire avancer les lois, de faire appliquer aussi celles-ci. Et là, il y a un vrai travail à faire. Et puis, il y a aussi, parce que c'est un phénomène international, le fait de travailler en réseau international, mais déjà aussi de travailler en réseau en France. Et quand je parle de travail en réseau, c'est à la fois entre institutions, entre associations et aussi les deux ensemble. Vous venez d'esquisser un peu la question suivante que je voulais vous poser. Comment garantir la dignité humaine? Garantir la dignité humaine, c'est mener une approche par les droits. Et mener une approche par les droits, ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de vouloir accompagner telle ou telle personne individuellement, mais qu'il faut réellement voir le problème dans son ensemble et dans toutes les dimensions. Donc c'est un peu ce que je viens de dire, mais j'insisterai là-dessus pour dire que parfois on laisse de côté les questions de justice. Or, en fait, une personne, pour vraiment dépasser ce qu'elle a pu vivre, la justice, ça va être un domaine très important pour lui permettre d'aller de l'avant, le fait que ce qu'elle a vécu soit reconnu, le fait d'être dédommagé aussi. Ça, c'est vraiment des choses importantes et sur lesquelles on doit encore beaucoup travailler aujourd'hui. Même si, et ça c'est positif, on voit, et on l'a vu dans certains pays par rapport à la Coupe du Monde de football en Amérique latine, il y a eu des rencontres de procureurs généraux, par exemple, au Mexique, me semble-t-il, qui en fait ont réfléchi ces derniers temps justement sur les risques de traite des êtres humains à l'occasion de la Coupe du Monde. Ça fait écho avec l'intention de prière du pape Léon XIV qui rappelait que le sport doit être une école de fraternité. Qu'est-ce que ça nous dit, cet appel sur notre responsabilité collective ? Ça nous dit en fait que chacun d'entre nous doit déjà vraiment faire attention pour ne pas construire des idées reçues finalement ou partir d'idées reçues et les divulguer à d'autres. Et collectivement, ça nous amène à réellement se dire que ce genre de questions, elle doit être résolue tous ensemble, quel que soit en fait qu'on soit dans l'éducation, qu'on soit dans la santé, qu'on soit dans le logement, qu'on soit dans la justice, dans la police, et ça amène à très réellement vivre une certaine fraternité en fait entre personnes qui veulent aider une personne à s'en sortir, mais aussi aider à vraiment combattre le fléau dans son ensemble. Merci Geneviève Collat d'avoir été l'invitée de la matinale de KTO Radio. Je rappelle que vous avez créé et que vous coordonnez pour le Secours catholique Caritas France le collectif Ensemble contre la traite des êtres humains.